Bonjour, je m'appelle Éléonore Chatigny et c'est moi qui ai eu l'initiative de réaliser ce documentaire. Dans ma jeunesse, j'ai été inspirée par les histoires de ma grand-mère sur Joséphine Baker, sa grande amie qui a été entre autres militante, mais aussi la seule femme à prendre la parole lors de la marche sur Washington avec Martin Luther King en 1963. Intriguée et inspirée par l'histoire, j'ai fait de plus amples recherches pour découvrir que les femmes de minorités ethniques sont le groupe le plus sous-représenté dans les positions d'autorité. Il y a une des causes de ça qui semble être le manque de modèles inspirants de proximité pour elles. Le but de ce documentaire est donc de vous inspirer et de vous motiver à viser grand. L'inspiration, ça n'a pas de genre, pas de nationalité. Ça peut aider tout le monde à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. J'espère que les messages de ces femmes d'exception vous rejoindront tous et qu'ensemble, nous bâtirons une société plus forte et plus ouverte, car l'avenir nous appartient. Je suis Vania Jiménez. Dominique Anglade. Danielle Henkel. Je m'appelle Kim Thuy, j'écris, surtout. Mais je fais vraiment beaucoup de choses comme le ménage, la cuisine et tout ça. Je suis chef du Parti libéral du Québec et chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Je suis cofondatrice de la Maison Bleue. Je suis fondatrice et présidente des entreprises Danielle Henkel. Je suis dans le domaine du mieux-être, comme on va le dire, mais aussi de la santé et de la beauté depuis plus de 25 ans. Je suis un parcours très atypique. Je suis née d'une maman juive marocaine, d'un papa allemand catholique. Je suis née au Maroc, à Oujda, dans une petite ville frontalière avec l'Algérie. Lorsque j'ai pris la décision de quitter le pays dans lequel je résidais, qui était mon pays, puisque c'est là que j'ai grandi, je suis arrivée en Algérie. J'avais 14 ans. Je me suis mariée en Algérie, j'avais 19 ans. À 26 ans, j'avais 4 enfants. Donc pour moi, j'avais jamais pensé une minute quitter ce pays. Je vivais une vie de famille normale, je travaillais. Puis il s'est passé, bien sûr, ce qui s'est passé un peu partout dans le monde aussi, mais aussi en Algérie, avec l'extrémisme. Et lorsque j'ai commencé à voir cette montée où on me reprochait que mes filles, puisque j'en ai 3, ne portaient pas le voile, ou pourquoi est-ce qu'elles s'habillaient avec une robe au lieu de porter un pantalon, c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai décidé de quitter l'Algérie en 1990 et j'ai choisi le Canada et résidé au Québec, bien sûr. Je suis d'origine arménienne. Mes parents sont arméniens. Donc, je suis née au Caire, d'une famille arménienne. En fait, je quittais un endroit où j'avais l'impression de ne pas avoir assez de liberté. Donc, au nom de la liberté, on est prêt à faire beaucoup de choses. Je n'avais pas réellement pensé la langue. Je ne savais pas qu'on parlait français au Québec. J'étais résolue. Courage, je ne suis pas sûre que c'était si courageux que ça, parce que c'était mon initiative, mais je suivais quand même un mouvement. Moi, mes parents étaient tous les deux haïtiens. Ils sont nés en Haïti, ils ont grandi là-bas, puis après ça, ils ont été étudiés en France, puis ils sont arrivés au Québec en 69. Quand le premier bébé est arrivé, ils se sont dit « on va retourner en Haïti ». Ils sont retournés avec moi, mais mon père a été fait prisonnier politique sous la dictature, condamné à mort, réexpédié au Québec. Donc, c'est comme ça que finalement, j'ai grandi aussi. Je suis née au Québec, partie là-bas quelques semaines, puis je suis revenue. Puis j'ai grandi au Québec, ma sœur est née quelques années plus tard. Puis on vient d'une famille très, très, très engagée. Puis ma mère avait toujours des groupes de femmes à la maison, puis les gens venaient, puis on parlait des enjeux. On parlait. Elle parlait, moi j'écoutais, je voyais ce qui se passait. Elle parlait des enjeux des femmes plus vulnérables dans le milieu communautaire.
Je viens d'une petite famille, c'est-à-dire j'ai 2 frères et les parents, mais en même temps, je viens d'une grande famille parce qu'on est très, très proches avec les tantes, les cousins, les cousines, les oncles et tout ça. Donc, j'ai l'impression que je viens d'un village. Donc, j'ai étudié au Vietnam jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, on est arrivé à Granby où j'ai appris mon français. Donc, mon français vient de Granby. Après ça, l'anglais, ben, c'est un peu à gauche, à droite. Et c'est vrai, ce moment-là a été marquant. Quand on est arrivé, puis je l'ai souvent raconté et ça ne me tanne jamais de le répéter, c'est quand les portes de l'autobus se sont ouvertes là, devant la foule des habitants de Granby qui nous attendaient. Et cette image-là est tellement claire dans ma tête. Si je savais comment dessiner, là, ça serait mon tableau. C'était une forêt de géants. Et puis quelquefois, ben, on se sent comme ça, parce qu'on est souvent regardé comme ça. Tu sais, quand on te dit que tu ne mérites que ce salaire alors que tu sais très bien quel est le salaire, par exemple, que tu touchais déjà, la reconnaissance que tu avais bâtie pendant des années, il fallait quasiment que tu rebâtisses tout. Donc ça prend un caractère excessivement fort et surtout, je dirais, une reconnaissance de qui on est pour ne pas se laisser déstabiliser à chaque fois. Je l'ai été, quelquefois. Ce qui m'a aidée, c'est ma famille. Et de me rappeler à chaque fois que c'était aussi un choix de ma part de venir vivre au Canada et au Québec. Et après ça, j'ai été travailler en Ontario. J'ai quitté le Québec, je suis partie en Ontario pendant 4 ans. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais 4 fois une minorité. Je suis arrivée à mon milieu de travail, j'étais une jeune femme issue des communautés culturelles francophones en Ontario. Je cochais toutes les cases. Là. C'est sûr que par définition, toute différence amène une complexité additionnelle. Moi, je suis convaincue de ça. Tu apprends beaucoup de cette différence-là. C'est peut-être plus complexe, mais ça te rend aussi plus créatif dans ta manière d'essayer de bâtir des liens, dans ta manière de voir le monde. La seule façon de le faire, c'est vraiment d'aller au cœur de sa propre intuition et d'accepter d'être qui on est. Et ça ne peut être que beau. Tous ces regards, puis ah non, mais je suis trop gros, je suis trop ci, je suis trop noir, je suis trop c'est pas vrai. Je veux dire, ça se peut pas. Le soleil, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Il n'y a pas à déroger de ça, c'est la nature. C'est comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Alors, heureusement qu'on est toutes différents parce que, mon Dieu, ce serait donc laid s'il y avait une couleur. C'est un avantage. Et l'exemple que je donne souvent, c'est le poisson rouge. Tu sais, le poisson rouge, en anglais, on l'appelle goldfish, en couleur or. Et les Vietnamiens, on l'appelle le poisson chinois. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne voyait pas la même couleur. Et donc, je suis allée regarder le poisson. Et si tu regardes de la tête vers la queue, ce côté-là de l'écaille est rouge. Et si tu regardes de la queue vers la tête, l'autre côté de l'écaille est gold orange. Et c'est ça la différence du côté anglophone et francophone. On a regardé le poisson de 2 côtés différents. Et le Vietnamien est allé chercher de l'origine. Et donc, autour d'une table, quand on a 3 visions différentes, on a déjà une meilleure compréhension du poisson rouge. La question qui est en train d'être discutée, si on a 3 points de vue, c'est parce qu'on va trouver 9 solutions. Et voilà pourquoi c'est intéressant d'aller chercher des gens qui viennent d'ailleurs. Pas seulement qui viennent de pays différents, mais de générations différentes, de cultures différentes, de quartiers même. Il n'y a pas une personne, pas une sur cette planète, qui est identique à l'autre. Mais si on a le monde qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ces différences, à cette complémentarité de pensée, de façon d'être, de façon de faire. Donc, si on arrivait un jour à comprendre que les femmes, les hommes, ethnies, LGBT, whatever, en autant qu'on ait le même objectif, c'est-à-dire de bien vivre, de mieux vivre pour nous et nos familles, je ne sais pas te regarder différemment. Donc j'ai envie de dire à ces femmes ethniques, honnêtement, ne pas rejeter sa différence. Je suis différemment ethniquement. Et alors?
mais vous êtes différent et vous allez devoir accepter de l'être tout en mettant en avant vos compétences. Il y a une expression en créole qui dit « tout moun, c'est moun ». Moun en créole, ça veut dire personne. Alors, chaque personne est une personne. Je pense que fondamentalement, tu dis, pour moi, chaque personne, peu importe d'où elle vient, peu importe ce qu'elle fait, c'est une personne qui a une histoire, peu importe la fonction qu'elle occupe, le rôle, chaque personne a quelque chose à amener. Chaque personne peut contribuer. Puis moi, le respect de chaque individu autour de nous, je pense que c'est tellement important. C'est facile de juger une personne que tu vois là, dans la rue et dire « cette personne, c'est... » Mais chaque fois que tu juges une personne, c'est comme ouvrir un livre de 250 pages à la page 118, puis lire la page 118, puis dire « moi, je sais c'est quoi le livre, là, je l'ai compris. » Mais c'est un livre au complet pour comprendre le livre. Ça te prend... Il faut que tu le lises. J'avais 10 ans, puis ma mère m'avait posé cette question qui... toute ma vie, je vais garder avec moi. Là. Elle m'avait dit, Dominique, qui est plus pauvre que l'homme le plus pauvre au monde dans le pays le plus pauvre? À un moment donné, je ne voyais pas qui était plus pauvre que cette personne. Elle me dit, sa femme et bien souvent ses enfants. Vous savez, les femmes, en général, on nous a mis dans une catégorie qu'on appelle la diversité. Incroyable. Puis, les femmes de différentes ethnies, encore pire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont différentes. Et donc, quand quelque chose ne ressemble pas à soi, on a tendance à l'ostraciser ou à la stigmatiser. C'est comme ça. Mais si on prenait 2 minutes, quand on me dit pourquoi les femmes en général, parce que c'est pas juste ethnique, les femmes en général ont de la difficulté à aller aussi loin que les hommes, c'est parce que depuis très longtemps, c'est un monde, et il n'y a rien de mal à le dire, qui a été créé par des hommes pour des hommes. Donc, autour de la table, les femmes n'étaient pas là, et quand elles étaient là, comme Simone de Beauvoir, elles étaient rares, mais elles ont été malmenées. Par contre, il y a eu de grandes dames, il y a eu de grandes chercheuses, il y a eu des pilotes, mais on n'en parlait pas, c'était comme l'exception à la règle qui passait sur le côté. De plus en plus de femmes ont pris leur place, de plus en plus de personnes ont permis à nous, aujourd'hui, de prendre de plus en plus la parole et de plus en plus de place. Donc je crois que les femmes de différentes ethnies, comme les femmes en général, doivent apprendre à se faire plus confiance sans être dans le combat. Donc ce que j'ai envie de dire à ces femmes, c'est n'arrêtez pas d'avancer, n'arrêtez pas de mettre en avant non pas votre genre, mais votre compétence, vos compétences. Et donc, on va apprendre à vous respecter pour la méritocratie. C'est par mérite que tu as pris cette place. C'est par mérite que tu es vice-présidente ou propriétaire. C'est ton mérite. Fais valoir tes mérites, tes aptitudes, et pas ton genre. Actuellement, on a des résidents, on a 42 résidents à l'unité de médecine familiale. Les femmes là-dedans, qui représentent, comme vous savez, en médecine maintenant plus que la moitié, sont majoritairement d'origine ethnique différente que canadienne-française. Alors, elles prennent beaucoup de place, et c'est ni mal ni bien, mais elles prennent toute la place qu'elles souhaitent prendre. Il ne faut pas penser que, par contre, ce sont des acquis. Ce sont souvent des avancées, mais ce ne sont pas des acquis. Au Canada, à un moment donné, il y avait 6 femmes qui étaient premières ministres de différentes provinces. Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Alors, on fait des avancées, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut considérer comme étant acquis. Parfois, j'ai trouvé des moments dans ma vie qui étaient difficiles. J'ai dit « Ah mon Dieu, c'est tough, mais je vais passer à travers. Je vais me forcer, là, je vais passer à travers. » Au début, c'est difficile, puis tu pleures, puis c'est pas facile. Tu te dis « Bon, comment je vais faire pour passer à travers ça? Je sais pas si je vais être capable. » Puis tu te forces à passer à travers, tu y arrives, tu y parviens. Puis la fois d'après, tu te dis « Ah non, je suis passée à travers ça, là, je vais être capable. » Le temps fait en sorte que, à force d'accumuler l'expérience puis de te relever, bien, tu finis par te dire que tu vas être capable de passer à travers. Oui, des épreuves, oui, j'en ai eu. J'ai eu 8 enfants, j'en ai perdu 1 à la naissance. Donc ça j'ai trouvé ça très difficile. Et
c'est peut-être ça aussi qui m'a poussée à faire des accouchements quand j'ai commencé à faire de l'obstétrique. Et là, c'est là que j'ai commencé à pratiquer l'obstétrique dans le quartier Côte-des-Neiges, qui est le quartier le plus multiethnique, dont on parle 150 langues différentes là, dans ce quartier. Et j'ai commencé à pratiquer là et j'ai commencé à faire des accouchements là, pour me rendre compte que les familles que je suivais là, elles ne retournaient pas dans des milieux propices. La maman immigrante qui avait une condition de vie très difficile, retourner dans sa maison infectée de toutes sortes de bestioles, avec un papa probablement pas très gentil, souvent pas gentil ou absent, où elle avait laissé des fois des enfants dans le pays d'origine, etc. Et il y avait vraiment, c'était très, très triste, des histoires tristes l'une après l'autre. Et je revenais toujours frustrée de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au juste? Là, j'ai fait un bel accouchement, c'est bien, mon bébé va physiquement bien, mais qu'est-ce qui va arriver à ça? Et j'ai la chance de travailler dans une équipe formidable de médecins aussi intéressés à l'obstétrique que moi. Et on s'est dit, bon, on va faire quelque chose à ce sujet-là. Et j'arrivais pas à faire cette notion d'interdisciplinaire dans le gros système de santé. Alors, il a fallu s'en détacher et venir dans un petit lieu comme celui où on est maintenant pour pouvoir former une équipe interdisciplinaire. Donc d'avoir la travailleuse sociale, une sage-femme, une infirmière, un éducateur spécialisé. Une équipe qui fait ce qu'il y a à faire autour de la grossesse et après ça. Le bébé et l'engagement de la Maison Bleue va jusqu'à 5 ans. Ce qui est triste parfois et beau en même temps de la Maison Bleue, c'est qu'elles sont très seules, les mamans qui viennent ici. Et il n'y a personne qui leur dit « mais que ton bébé est beau, mais comme tu es magnifique comme maman ». Il n'y a personne ils n'ont pas ça parce qu'ils sont tout seuls. Leurs mères, elles, sont peut-être au pays ou mortes. Et la Maison Bleue fait ça, en fait. La Maison Bleue accueille cette maman et donne ce regard admiratif à ce bébé qui est une petite merveille de toute façon et qui lui dit « mais ton bébé est tellement beau » et elles viennent en larmes à chaque fois parce que c'est exactement ce qu'elles attendent. Puis c'est ça qu'il faut faire aussi. Pour traverser les épreuves, je crois qu'il faut se discipliner à aller chercher la lumière. Parce que quand on est devant un mur, on croit que c'est impossible de traverser. Mais Leonard Cohen l'a écrit. Il y a une brèche dans tous les murs. Et ça, je le confirme. Jusqu'à maintenant, là, dans toute ma vie, il y a toujours la lumière quelque part. Parce que la vie, elle est comme ça. Elle est belle en soi, mais elle n'est jamais belle de façon évidente. Il faut aller la chercher, cette beauté-là. Puis c'est sûr, on peut voir la difficulté partout. Je te donne un exemple. J'ai un fils qui est autiste. On peut très bien dire « Ah, mon Dieu, tu dois faire tellement d'efforts et c'est difficile. » Je te dis pas c'est pas difficile, c'est sûr que je dois m'adapter à lui. Mais grâce à lui, aujourd'hui, je vois le vent. Je l'ai vu sortir à l'extérieur à un moment donné puis bouger sa tête. Puis je comprenais pas le mouvement de sa tête. Et mon fils, il peut pas parler. Il n'est pas verbal. Et donc, je pouvais pas lui demander pourquoi. Qu'est-ce que tu fais dehors? Et là, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie avec lui, je me suis placée derrière lui et j'ai bougé comme lui, juste pour voir pourquoi, comment. Et en faisant ça, j'ai compris qu'il suivait le vent. Aujourd'hui, sans lui, je n'aurais jamais senti le vent. Pas regarder le vent, ça c'est une chose. Oui, on voit les arbres bouger et tout ça. Lui, il a senti le vent. C'est magnifique, non? Donc oui, il m'a peut-être ralenti parce que je le vois dehors, pas de manteau. Bon, je cours après la première fois, puis j'essayais de le rentrer, mais il ressortait. C'est sûr, il y a un apprentissage à faire. J'aurais pu être dérangée par ça. Mais on prend 2 minutes, on respire, et là on dit « OK, on va essayer de comprendre pourquoi ». Au début, quand je suis arrivée,
les 3 premiers mois. Il ne faut pas oublier que j'avais laissé mes 3 enfants et ma maman en Algérie pour qu'ils terminent leur année scolaire. Moi, je suis arrivée en janvier, l'année scolaire terminait en juin. Donc, j'avais 6 mois pour trouver un appartement, pour trouver un travail, pour trouver des écoles. Donc, c'était beaucoup. Apprendre la langue, apprendre les papiers, apprendre comment le système bancaire. Un simple exemple, la première fois que je suis allée chercher, il fallait que je trouve une laveuse, une sécheuse. Je suis arrivée avec de l'argent cash. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit, mais non, madame, mais vous prendre une carte de crédit, puis vous allez avoir Je me rappellerai toujours de cette phrase. Vous savez, pour être reconnu en Amérique du Nord et chez nous, il faut que vous vous endettiez. Donc, juste des exemples comme ça, c'était hallucinant ce qu'il fallait apprendre en très très peu de temps. Mais oui, 3 mois après, je me souviens au téléphone, je pleurais avec mon ex-patron du consulat qui avait gardé la place et je lui disais, j'en peux plus, je vais rentrer, je retourne, j'y arriverai pas. Et je me souviendrai toujours de sa voix où il m'a dit, Danielle, je te demande encore 1 mois. Reste encore 1 mois parce que t'es pas une lâcheuse. Mais encore 4 semaines, puis appelle-moi toutes les semaines. Et à chaque semaine, je commençais à prendre un petit peu plus. Donc oui, j'ai failli abandonner là. J'ai aussi failli abandonner au niveau des affaires à un moment donné où mes 3 filles elles ont décidé de tomber enceintes en même temps. Donc 3 départements clés avec mes filles. Puis je me voyais pas du tout porter tout ça seule. Et je venais de perdre aussi maman. Donc ça faisait beaucoup. Et je suis partie en vacances pendant 10 jours avec mon mari. Et un matin, je me suis levée. Puis il faisait très très tôt, 5 heures du matin. Le soleil venait de se lever, tranquillement. Puis je regardais ça, puis je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tu veux lâcher? Et j'ai compris que c'était la peur. Et je me suis dit, c'est un sentiment et rien d'autre. Quand tu as peur, c'est exactement le moment où tu dois y aller. Puis quand on a peur, c'est parce qu'on croit que devant nous, c'est un gros monstre, ce qu'on a à faire. Le bureau pour lequel on travaille, où on doit aller, on voit ça plus gros que gros. Quand on a peur, là, c'est le moment de s'avancer là, tellement proche là, du monstre qu'on a dans la tête. Et quand on est tellement proche, on voit plus tout le monstre. On voit juste des petits bouts. Puis dans ce cas-là, on ne sait plus que c'est un monstre parce qu'on n'a pas la vue globale. Mais à 99,99% du temps, ce n'est jamais un monstre. Tu sais, on se rapproche et on se dit, voyons, il n'y a rien là. Puis ce qu'on voyait comme monstre, c'est juste un arbre, c'est juste... Hein? Et quand on a peur, c'est parce on se sort du chemin battu. Et là, on va apprendre quelque chose de nouveau. Donc, quand j'ai peur, je sais c'est exactement le moment où je dois y aller. Le plus dur, je pense que le plus dur, ça reste encore de sauter. Parce qu'une fois que tu as sauté, puis une fois que tu es rendu dans l'eau, il faut que tu nages, premièrement. Puis après ça, il y a d'autres mondes autour de toi. Puis là, tu découvres d'autres choses que tu as envie de faire, et puis d'autres lieux à explorer. Et puis, mais le plus dur, c'est de sauter. Concentre-toi sur ce dans quoi tu es bon, le talent que tu as. Concentre-toi sur ce que tu amènes, pas ce que tu n'amènes pas. Il faut connaître ses propres passions. Si on n'est pas fait pour être médecin, il ne faut surtout pas aller là. Si on n'est pas fait pour être musicien, il ne faut pas aller là. Il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce qui est la flamme intérieure qui nous mène. Les jeunes. D'abord, il faut que... vous voulez tout de suite maintenant. Extraordinaire. Parce que c'est l'instantanéité. Donc, tout est maintenant. Donc, la patience. Je dirais aux jeunes, cultivez cette patience parce que c'est là où vous allez apprendre tellement de choses. Acceptez la critique. Acceptez aussi de ne pas être parfait. Mais je ne vous l'aide pas, il n'y a personne qui l'est. Acceptez l'échec. Mon Dieu, que c'est rien de personnel. L'échec est nécessaire. Nécessaire, c'est la meilleure école sur cette terre. J'aime l'image de l'éléphant. Comment on fait pour manger un éléphant? Une bouchée à la fois. Puis on va finir par le finir. T'sais. Comment grimper l'Everest un pas à la fois. C'est toujours ça. Et donc, oui, devant cette vie monumentale, immense, qui est là pour nous, il faut y aller étape par étape. Diversité ou pas, ethnicité ou pas, mesdames,
allez-y, faites-vous confiance. Ça peut prendre 10 ans, mais vous allez y arriver. Donc de croire en soi,